Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, hasard du calendrier, on vous parlait hier du documentaire de Claire Simon qui a passé un an dans une école élémentaire. Eh bien, on retourne aujourd'hui pour un an dans une école, mais sur scène avec le comédien Sébastien Bravard. Et cette fois, on a le point de vue de l'enseignant. Il est l'invité du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule en cette année 2025. Vous le savez, on réveille notre culture générale cette semaine autour de l'histoire de l'art. Question du jour, concentration. De quelle femme peintre Edgar Degas a-t-il dit « Je ne peux admettre qu'une femme dessine aussi bien ». Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Béatrice Fontanelle. Et puis rendez-vous comme chaque semaine en fin d'émission avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste des amandes. On entend régulièrement que manger des amandes c'est bon pour la santé, mais est-ce qu'en manger tous les jours est vraiment bon? Elle nous le dira, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Sébastien Bravard, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, vous avez été professeur des écoles pendant 5 ans, une double vie que vous racontez dans un seul en scène intitulé Élémentaire et qui se joue jusqu'au 30 mars au théâtre de Belleville à Paris et il sera au mois de mai à Charleville. Mais hier, on va faire les présentations en images si vous le voulez bien. Intéresser les élèves. Comment préparer une séquence? Et l'autorité, c'est quoi l'autorité? Et puis ça a démarré. Un genre de grand saut dans le vide. Essayez d'accompagner une classe sur une année. Essayez de donner le goût de la curiosité, donner l'envie, inventer ensemble. Ne pas arrêter mon métier d'acteur, mais l'alléger. Laisser de la place à une autre aventure. Nouvelle, un peu folle. Allez, on va commencer par un petit échauffement. Dans quoi je viens de me lancer? La vie au quotidien dans cette classe de CM1, les mots d'excuses des parents. Monsieur, Mike Kim sera malade vendredi 23. Je remonte les escaliers 4 à 4. Sébastien, tu sais, c'est un métier où on peut vite se faire manger. Lire à plusieurs voix, crier, chanter, se taire. Est-ce normal de se comporter ainsi dans une école? Non. Alors, c'est drôle, d'habitude c'est l'inverse. C'est les profs qui veulent devenir comédiens. Il va falloir faire avec. Faire avec ces montagnes russes. Faire avec ces instants magiques qui surgissent à des moments complètement inattendus. Élémentaire, Sébastien Bravard, c'est au théâtre de Belleville après une tournée assez copieuse, je crois, hein, oui, l'année dernière ou celle d'avant peut-être même. Oui, ça fait plusieurs années. Et ouais, voilà. Mais une grosse la saison dernière, une grosse tournée. Plusieurs années parce que, alors aujourd'hui vous avez dû arrêter d'enseigner, mais vous avez tenu une classe pendant 5 ans, enfin différentes classes, avec un déclic qui vous vient en 2015. Vous êtes à l'époque comédien, oui. Les choses fonctionnent, vous avez du travail, vous jouez. Oui. Il y a les attentats. Et là, une petite musique qui commence à se faire entendre dans votre tête. Oui, c'est vraiment ça. C'est au moment de cette déflagration des attentats qui nous ont tous plus ou moins touchés de près, de loin ou de très près. Et où d'un coup, cette question du sens qu'on se pose comme ça à des moments particuliers de notre vie m'est apparu de façon un peu primordial à ce moment-là. Et alors, il n'y avait pas de doute par rapport au sens de ce que je faisais sur un plateau de théâtre, mais j'ai eu besoin à ce moment-là d'autre chose et de me questionner là-dessus. C'est ce que j'allais vous demander, parce que typiquement les journalistes, pour certains du moins, mais ont été affectés, voire très affectés, notamment par Charlie, mais évidemment par le Bataclan aussi, mais bref, beaucoup se sont dit qu'il faudrait qu'on fasse notre part, mais c'est vrai pour la plupart d'entre nous, on s'est dit, tiens, on va aller faire des ateliers, certes dans les écoles, mais on reste journaliste, etc. Vous avez besoin Oui, moi, de franchir le pas, de passer les concours et de vous dire non, j'y vais en responsabilité, je ne me contente pas de faire 3 ateliers. C'est ça, c'était ça. Et c'était aussi l'idée de ne pas arrêter mon métier d'acteur en même temps. Je voulais pas changer, me réorienter. C'est un métier qui est ma vie, que j'adore. Et donc, je voulais que tout ça puisse s'équilibrer ensemble. C'est un moment aussi où dans les médias, où il était question assez fréquemment, je trouvais, on disait souvent, les terroristes sont passés par l'école de la République. C'est quelque chose qui revenait assez fréquemment. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui s'y passe dans cette école ? Et j'ai eu envie d'aller voir.
Donc voilà, élémentaire, c'est un regard candide. C'est la découverte d'un nouveau monde. Regard candide, regard souvent attendri sur les élèves, regard jamais cynique, notamment sur l'institution. Alors par exemple, il est de bon ton de critiquer la formation des enseignants. Il y a peut-être une ou deux blagues, et encore même pas. Globalement, comment vous vivez tout ça? Voilà, alors c'était l'idée de retranscrire ce témoignage. Vraiment, je pense que c'est l'idée d'un témoignage sensible, en fait, et c'était de pas trop rentrer dans les anecdotes. Il y en a quelques-unes. Est-ce qu'elles sont aussi importantes et elles font la vie d'une classe, et puis la vie d'une institution. Mais moi, je découvrais tout ça. Donc, c'est surtout pas un spectacle sur la pédagogie, et non plus, c'est pas sur on peut pas dire que ça soit sur l'éducation nationale. C'est juste la découverte de la vie d'une classe et qu'est-ce qui se construit. On dit souvent des enseignants qui sont tous un peu comédiens, en tout cas que ça peut les aider. Vous, ça vous a aidé d'être comédien? On dit souvent la posture, la voix, l'occupation de l'espace, ça fait partie, entre guillemets, des trucs qu'on est censé apprendre. En fait, la première fois que vous essayez de tenir vos élèves dans une cour de récré, qui pourtant est une grande scène, c'est ça. Alors, est-ce que je me souviens d'un formateur une fois qui était passé dans la classe et qui m'avait dit, vous savez, on est tous des acteurs, on est tous des comédiens. Et bon, en même temps, c'était une vision du théâtre, j'ai l'impression, il fallait parler fort, des grands gestes, donc c'était pas tout à fait ce que je recherchais. Il savait pas ma double vie. Et alors, je suis pas sûr, c'est pas tout à fait le même endroit quand même, l'endroit du plateau et l'endroit de la classe, mais par contre, je suis entièrement d'accord sur l'idée je pense par exemple que l'idée de la place dans une classe, c'est vrai que nous on parle beaucoup de scénographie au théâtre. Moi je parlais de scénographie dans la classe, en fait. La disposition des tables, l'endroit où on se situe, ça c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup ici au théâtre, trouver l'endroit le plus juste sur un plateau, et je trouve que ça dans la classe ça existe aussi. Il y a un endroit qui est plus juste et qui est pas nécessairement qui est rarement derrière le bureau. Donc voilà, mais alors je pense que ça m'a servi pour ça. Et puis après moi je me dis ce qui a servi aussi, c'était l'univers que je pouvais amener et surtout la littérature que j'ai pu amener dans la univers qui ne vous abandonne absolument jamais, parce qu'alors même en formation, en plein cours, et vous mimez le professeur de manière assez amusante, un cours sur la bienveillance, il faut être bienveillant, vous dit-on, et on vous le martèle. Vous êtes alors en formation et vous revisitez complètement l'Orestie, Eschyle, grand classique, et il y a une espèce d'effet de dissociation. C'est exactement ça. Là, c'est parti. C'est un mot. Alors, je ne sais pas s'il est encore d'actualité dans l'éducation nationale, mais je pense qu'il l'est encore. C'était quelque chose qu'on entendait vraiment tout le temps en formation. Ce mot de bienveillance, qui est un mot magnifique, mais qui d'un coup tellement répété, ça en devenait presque risible, quoi. Il y avait quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a eu, je me souviens très bien de ce cours, un cours magistral. On était très nombreux dans cet amphi, les gens avaient des ordis, c'était très brouillon, et ce monsieur continuait la bienveillance, et moi, mon esprit est parti complètement ailleurs sur l'idée des bienveillantes, les Euménides, et voilà. Donc, et d'un coup, c'était aussi raconter ça, parce que ça se passe aussi dans une classe, en fait, ces moments où on part, absolument. Et puis hop, nous emmène complètement ailleurs. Et on ouvre la fenêtre et ça ouvre les imaginaires. C'est ça. Clément Poiret a mis en scène le spectacle de Sébastien Bravard. Il en parle, je cite, comme d'un texte passionnant parce que ce n'est pas une œuvre sur la pédagogie, mais le témoignage poétique et concret d'une aventure intime forte, le passage d'une vie à l'autre et les liens qui se tissent entre les deux. Ce témoignage subjectif, je poursuis, et sensible, touche à ce qui s'avère ligne après ligne être l'espace le plus politique qui soit, celui qui mérite toute notre attention, tous nos soins, celui de la salle de classe. On retrouve Sébastien Bravard juste après l'Anti-Sèche, Béatrice Fontanelle. Nouvelle formule de l'Anti-Sèche en cette année 2025. On révise notre culture générale. Au programme cette semaine, Histoire de l'art avec le Seuil Jeunesse. Question du jour. De quelle femme peintre Edgar Degas a-t-il dit « Je ne peux admettre qu'une femme dessine aussi bien ». Béatrice Fontanelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous avez publié des dizaines de romans et de documentaires, aussi bien pour les jeunes, beaucoup que pour les adultes. Et vous publiez au Seuil Jeunesse cette très belle, très spectaculaire aussi, Petite Histoire de l'art. Une centaine de pages, une cinquantaine d'œuvres. Il y a des sculptures, des fresques, des enluminures, des tableaux abstraits, des tapisseries. Il y a plein de choses. Et puis le dispositif est super simple, efficace et beau. Une repro à droite, le texte à gauche. Et un résultat très poétique et érudit. Alors,
De quelle femme peintre Edgar Degas dit-il « Je ne peux admettre qu'une femme dessine aussi bien ». C'était Mary Cassatt, américaine. Mary Cassatt, une américaine. Mais bon, c'est vrai que ça paraît très misogyne, mais en réalité, il la connaissait bien, il l'admirait beaucoup. Ils ont travaillé ensemble, partagé un atelier ensemble, ils ont exposé ensemble, et ils étaient très proches. Et d'ailleurs, grâce à elle... Oui, elle le lui a bien rendu. Oui, tous les très très beaux Degas sont beaucoup partis aux États-Unis parce qu'elle était d'une famille très aisée et elle connaissait tous les grands galeristes américains. Donc il y a beaucoup de sublimes tableaux de Degas qui sont maintenant dans les musées américains. Et on en a quand même des très beaux. Voilà. Et on a une œuvre de Mary Cassatt dans votre ouvrage, Bébé aime se promener en tramway, estampe impressionniste qui daterait de 1890-1891 et dont on peut voir la version originale au Metropolitan Museum of Art à New York. Voilà, c'est vrai que c'est une femme artiste. D'ailleurs, Degas a fait des portraits d'elle. D'ailleurs, elle ne se trouvait pas très belle dans le portrait que Degas a fait d'elle. Mais elle a perdu sa sœur assez jeune et du coup, elle a toujours voulu peindre des femmes et des enfants. Elle-même s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfants, mais c'est vraiment, je trouve, elle a une façon de peindre la relation parent-enfant qui est la plus tendre, la plus... et puis alors voilà, elle était une technicienne en matière de gravure. Voilà, elle savait tout faire. Elle savait tout faire. Et puis c'est vrai que techniquement, c'était remarquable. Avoir appris un peu avec Degas, qui est en gravure, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que la gravure, les gens ne savent pas à quel point c'est des techniques très complexes, très longues, avec tout un tas de produits qui sont des produits dangereux. Et elle mixait ces produits-là. Dont on découvre les noms dans votre livre. Alors il y a l'eau-forte, pointe sèche, vernis mou et aquateinte. Ah oui, l'aquateinte, moi, c'est mes préférés. C'est une technique où il y a à la fois... des produits chimiques, voilà, ça donne un rendu poudreux parce que il y a des petits grains qui se déposent comme ça et du coup vous voyez sur la gravure, c'est très doux, on dirait que c'est velouté. Il y a un effet velouté. Poudré. Voilà, poudré, complètement comme si tout était poudré et qu'il fallait surtout pas éternuer, sinon les couleurs allaient s'envoler. Une minute pour nous parler de votre choix et de ce bébé qui se promène là dans le tramway. Oh ben ça c'est tellement. Moi j'aime beaucoup les bébés voilà, j'aime beaucoup les bébés et je trouve que les artistes les représentent de façon assez merveilleuse, même dans les peintures religieuses. Il y a des petits Jésus, des vierges à l'enfant. Des vierges à l'enfant. On sent que l'artiste a cherché une femme de son entourage et un bébé, et souvent les gestes, la façon dont au début, je crois qu'il y a oui, j'en ai mis j'ai mis une vierge à l'enfant, parce qu'évidemment la peinture religieuse c'est assez important, et on voit c'est une peinture de Crivelli qui est extraordinaire. On voit l'enfant Jésus qui a dans ses mains un petit oiseau. Hop, je vous l'ai retrouvé. Voilà, merci. C'est elle. Voilà. Je ne me trompe pas. Voilà, c'est elle. Hop. Et l'enfant a un chardonneret élégant. Alors le chardonneret élégant, c'est un oiseau que j'adore parce qu'il a un petit masque rouge comme ça, et ça se nourrit des graines de chardon. Et j'ai passé des semaines à chercher, mais pourquoi le Christ est toujours représenté souvent avec un chardonneret élégant? Eh bien, j'ai appris que c'était parce que ça fait référence à la mort du Christ, puisque il y a cette idée que l'oiseau a trempé le bout de son bec dans le sang du Christ. Et c'est pour ça que voilà. Mais c'est un oiseau ravissant avec des petites plumes jaunes. Et bon, là, il y a aussi des cerises. C'est vrai qu'on peut se perdre des heures. Et dans chaque tableau. Voilà, dans chaque tableau. On va continuer à se perdre demain une dernière fois, Béatrice. Merci beaucoup. On peut se perdre et se retrouver, s'inventer plein d'histoires dans cette petite histoire de l'art qui est sortie au Seuil Jeunesse ou en écoutant vos podcasts, des promenades imaginaires au musée de l'Orangerie ou au musée d'Orsay. Et pour demain, et ce sera la dernière question de notre série, quel peintre aujourd'hui célèbre eut pour premier métier celui de trapéziste de cirque? Je vous le fais mieux. Quel le peintre? Voilà, c'est pas un homme, c'est une femme. Bon, on répond demain. Grand oral, la suite pour l'instant. L'univers de la scène, l'univers de la classe qui se mélange. Vers la fin, il y a une scène que personnellement j'ai trouvée superbe, qui est quand vous vous retrouvez au théâtre pour jouer pendant un mois un très beau texte que beaucoup d'enfants et d'adolescents lisent d'ailleurs, Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Simon Stephens, qui est adapté du roman de Mark Haddon. C'est plutôt évidemment le roman de Mark Haddon qu'on lit. Et là, vous avez une espèce
d'hallucination. C'est ça. C'est le moment où tout se mélange. C'est un spectacle que je jouais qui était mis en scène par Philippe Adrien. C'était, on ne le savait pas encore, mais le dernier spectacle de Philippe au Théâtre de la Tempête. Et je jouais ça tous les soirs pendant plus d'un mois, parce qu'en plus le spectacle a très bien marché, donc il a été prolongé. Et en même temps, la journée était dans la classe. Vous deviez être perclus de fatigue. Oui, c'était physique. Parce qu'on dit, est-ce que c'est pas... On a l'impression que c'est d'ailleurs une de vos grandes découvertes quand vous faites vos premiers pas dans une classe devant ces élèves de CM1. C'est le caractère physique, le caractère épuisant de ce métier d'enseignant. En tout cas, au début, quand il faut tout préparer, on n'arrête pas. C'est ça. On est crevé. Le début d'élémentaire raconte vraiment... Je parle d'un saut dans le vide, mais je parle de quelque chose qui me dépasse complètement, où vraiment je suis submergé. Je sens que... Et là où l'esprit ne pense qu'à la classe, qu'à ce qu'il se passera le lendemain, ce qui s'est passé la veille. Donc oui, il y a quelque chose qui, comme ça, nous déborde et qui prend énormément d'énergie. Et l'énergie du plateau de théâtre le soir aussi, et prend énormément. Donc c'est vrai que les deux, c'était assez fou, mais ça a été ce choix sur plusieurs années, comme ça, de mélanger les deux. Et là, c'est vraiment ce que vous racontez, c'est que les deux univers se mélangent et on a l'impression que tout ça est sous LSD, que ça part dans tous les sens, c'est une espèce d'hallucination. C'est un très beau moment, en tout cas, du spectacle. Si on continue à tisser ou à tirer le fil de la comparaison, il y a quelque chose peut-être de confortable, non, sur une scène de théâtre, c'est que tout est écrit à l'avance, vos mouvements, ce que vous allez dire, etc. Alors certes, les réactions du public peuvent varier, enfin quand même, c'est assez cadré. Une classe, vous dites, rien n'est jamais acquis d'avance, rien n'est jamais gagné d'avance. C'est au fond comme de l'impro tout le temps. C'est ça, mais c'est ça qui a été passionnant en fait, dans la classe, c'est que tout est toujours nouveau en fait. Et puis on prévoit, on se dit bon bah là il va se passer ceci, il se passe jamais ça, jamais. Donc il y a un moment dans le spectacle où je raconte là les inférences, où on part, donc ce sont des petites phrases avec des questions simples, voilà, où les élèves répondent, et on pense partir sur quelque chose de simple, et en fait on est emmené ailleurs. Mais c'est ça qui est magnifique en fait, c'est en effet c'est comme une forme d'improvisation. Et on rebondit, et à partir de là, qu'est-ce qu'on arrive à construire, en fait? Il y a de la comédie, il y a des moments anecdotiques, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, et notamment le mot d'excuse, on l'a entendu dans l'extrait de la captation de la maman qui annonce que son enfant sera malade le vendredi suivant. Pour moi, ça a toujours été de l'ordre de la légende urbaine, ce mot. Vous l'avez vraiment vu? Tout est vrai. Non. Tout est vrai. Tout ce qui est dans ma fille sera malade vendredi 23. C'était, alors je pense que aussi... C'était peut-être une maladresse, oui, elle a rendez-vous chez le médecin. Oui, c'est ça, voilà. Je pense par rapport à la tournure de la phrase, mais c'est vrai que quand j'ai vu ce mot, et c'était, je sais pas, au bout d'un mois à peu près, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, mais je lui ai dit, mais quoi, comment ça? Bon, donc voilà, mais non, tout. Moi, je refuse des invités sur ce genre de truc. Hein. On me dit, il y a quelqu'un qui a fait un compte rendu de petits mots. Je dis, non, mais attends, ça c'est inventé, je veux pas en entendre parler. Donc tout est vrai. Oui, tout est vrai. Vous vouliez enseigner aux élèves dans leur diversité, c'est ce que vous expliquez dans le dossier de presse qui présente le spectacle. Alors, vous n'en parlez pas spécifiquement dans le spectacle, mais à entendre les prénoms que vous citez par moment, vous avez été servi en fait, et vous aviez une grande diversité, à la fois d'origine, diversité sociale devant vous aussi. Oui. J'ai présenté le concours dans l'Académie de Créteil, c'était un souhait, et j'ai enseigné à Villejuif. C'est une école qui sortait tout juste de REP, donc on était encore... Réseau d'éducation prioritaire. Voilà, donc, exactement. On était encore considéré comme REP, mais c'était en train de sortir. Mais donc la diversité, et c'est ce que je souhaitais, rencontrer aussi voilà, toutes ces personnalités en fait, c'est surtout ça. Et vu de l'intérieur, vous vous dites qu'elle fait comment le boulot, l'école de la République? Finalement pas si mal, cette école sur laquelle on a tapé dessus après 2015, on l'a refait un petit peu pendant les procès des complices, en tout cas des auteurs des attentats de Charlie il y a quelques semaines. C'est ça, moi j'ai été en tout cas très touché par ce que j'ai rencontré des personnes formidables, des gens qui donnent beaucoup, alors avec des gens qui sont aussi épuisés. Certaines personnes sont épuisées et on sent qu'il y a une usure. Alors moi j'arrivais avec mon envie et tout ça, donc c'était plus simple. Il y avait quelque chose mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à la fois de très tenu et de très attentionné. Alors c'est peut-être pas de la bienveillance justement, mais il y avait une attention quand même, je trouve, au monde de l'enfance, et ça je trouve ça très beau. Quand on devient enseignant, on se nourrit aussi de l'élève qu'on a été. Vous étiez
quel type d'élève vous? Oui, alors ça... Je ne donnais pas d'indice dans le spectacle. Non, mais parce que j'ai pas énormément de souvenirs. C'est vrai. En fait. Non, j'ai pas énormément de souvenirs. Alors, c'est une super question, je suis envie de vous la reposer. non, j'ai quelques comme ça. C'était un peu ma question highlight, là. C'était le moment fort de l'interview, c'est pas grave. Non, j'ai juste comme ça quelques souvenirs d'épisodes, mais non, je crois que j'étais assez tranquille comme élève. C'est un métier qui peine à recruter, le métier d'enseignant. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, vous, pour attirer des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, vers l'enseignement, puisque finalement vous avez fait l'expérience assez récemment et elle s'est bien passée. Vous avez arrêté là parce qu'on peut, à un moment donné, la double vie, c'est pas tenable. Non, c'est ça. Mais c'est pas par écœurement ou c'est pas par des du goûts. Voilà. Du tout. J'ai adoré cette période-là, adoré. Là, c'était plus possible de concilier les deux et que ça devient. Il y a un moment où physiquement aussi, comme vous disiez, c'est plus tenable, mais. Moi, ce qui m'a passionné dans ce métier, c'est l'idée de la construction. Alors, on parle souvent de la construction de l'individu, mais c'est comment ça se construit au sein de la classe à 28, là, 27, 28, ça dépend. Mais cette idée du collectif et comment chacun, avec son individualité, va apporter sa pierre et comment, sur une année, ce que j'ai souhaité raconter sur élémentaire, où on démarre le premier jour et on va jusqu'aux vacances, comment tout ça, ça se construit ensemble et ça fait quelque chose de beau. Non, mais c'est ça qui m'a énormément touché. La classe, la constitution de la classe sur une année scolaire, la troupe au théâtre, ce collectif-là... C'est vraiment ce lien-là, ouais. Je trouve. Ah oui, et même sur un seul en scène, en fait, j'en parlais l'autre jour, même sur un seul en scène, c'est une équipe. Et dans la classe, en fait, il y a un collectif, alors je ne sais pas si on peut parler d'équipe, mais il y a vraiment un collectif qui se construit, qui prend du temps, ça prend du temps, parce qu'il y a des dissensions, il y a des choses qu'il faut réussir à régler, à planir, et puis en même temps, on ne va pas tout éteindre, c'est de la vie, mais il y a quelque chose qui se construit ensemble. Et c'est ça qui est magnifique, et un spectacle sur un plateau de théâtre, ça se construit avec un metteur en scène, avec un régisseur, avec des lumières, du son, etc., etc. Votre plus grande surprise de ces années d'enseignement, ça a été quoi finalement? Parce qu'on arrive, alors vous me dites que vous aviez peu de souvenirs de l'élève que vous avez été, oui. Mais on arrive malgré tout avec 2-3 représentations, 2-3 idées reçues. Oui, je ne sais pas des exemples. Il y en a un que je cite dans élémentaire, là, de cet enfant. Je crois que ça, parce que je suis parti sur un fou rire, parce que je m'attendais tellement pas à ça, où en fait je demande à un enfant de donner la règle d'un jeu, en fait, et cet enfant a un temps d'hésitation, comme ça, de doute, il sait plus, alors qu'il avait levé la main en plus, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, et d'un coup, il prend son double décimètre et il me tend sa règle comme ça. Et là, c'était quelque chose de tellement surnaturel, quoi. On peut tout imaginer, mais on n'est jamais... Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Jamais et au là, bout de ces du coup, je suis surprises. parti dans un fou rire, si bien que tout le monde s'est mis à rire, mais c'était pas du tout de la moquerie, c'est que d'un coup, il y avait quelque chose qui dépassait, quoi. Ouais. Le théâtre de l'absurde aussi. Ah bah c'est ça, mais c'est extraordinaire. Il y a du théâtre, il y a de l'absurde, il y a de la poésie, il y a du drame, il y a de la comédie, on l'a dit, c'est élémentaire. Ça a commencé dimanche 5 janvier, c'est jusqu'au 30 mars 2025 au Théâtre de Belleville, c'est à Paris dans le 11e arrondissement. Texte et interprétation, vous l'aurez compris, Sébastien Bravard, mise en scène Clément Poiré. Je vais citer la scénographie d'Awan Crève parce qu'elle est faite de peu de choses et elle fonctionne remarquablement bien. L'espace est très... Voilà, un tangramme, absolument. L'espace est très joliment découpé. Musique et son Stéphanie Gibert, Carlos Pérez, éclairagiste, production Théâtre de la Tempête. Et la voix de Pierre Richard qui m'a gentiment fait l'ogre. La voix de Pierre Richard, absolument. L'ogre de la fin, juste. Ouais, extraordinaire. Sébastien, vous restez avec nous? Avec plaisir. Et bien une fois par semaine, on va à la Cantoche. Ah bah super. Plateau repas, vous allez voir. Ça vous fait rire déjà. Ça en fera. Et aujourd'hui, sur le plateau repas de Sandra Ferreira, des amandes. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Vous êtes venue avec des amandes émondées.
Et non émondé. Et non émondé. Petit accent, je ne sais pas ce qui m'a pris. Est-ce que ces amandes, normalement on dit que c'est extrêmement bien d'en manger, que c'est bon pour la santé, mais si j'en mange tous les jours, est-ce que c'est vraiment bon? C'est ce que vous allez nous dire. Mais d'abord, ça vient d'où l'amande? Vous aimez toujours nous faire un peu de culture G aussi, oui, vous? Quand même. L'amande vient de l'amandier. Ça va, jusque-là, c'était pas trop compliqué. Ah, dingue! C'est dingue, quand même, cette histoire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est originaire, à la base, d'Iran et de Palestine. Alors ça, j'ignorais. Ça a été très largement exporté en Égypte, puis en Europe, et c'est le cas toujours actuellement. C'est près de 450 000 tonnes d'amandes décortiquées par an qui sont produites dans le monde entier. Alors désormais, il faut savoir que c'est la Californie qui est le premier producteur mondial. Et puis alors nous, on est tout petit. Et on pense qu'on est en tout petit, 500 tonnes par an qu'on produit. Sur 450 000, c'est pas énorme. C'est petit. Alors est-ce que c'est bon d'en manger tous les jours des amandes? Eh bien, bien sûr, vous pouvez en manger tous les jours si vous n'êtes pas allergique, bien entendu. Il est recommandé d'en manger à peu près 10 à 20 par jour. Alors pourquoi recommander? Parce que c'est très riche en nutriments. Alors quand je dis nutriments, je précise. Il y a des lipides dedans, des bonnes graisses qui sont vraiment bonnes pour votre santé cardiovasculaire. Des oméga 9, on en parle plus rarement parce qu'ils ça doit être 3 fois mieux que les oméga 3. Non, même pas. Mais l'idée était pas mal. C'est pas 3 fois mieux, non. mais c'est aussi bien. Mais la différence avec les oméga 3, d'ailleurs, je fais un petit rappel, c'est que les oméga 3, il n'y a que l'alimentation qui peut les apporter. Les oméga 9, notre corps sait aussi en fabriquer. C'est l'alimentation. C'est la grosse on peut en différence. rajouter un petit peu. Voilà. Il y a des fibres, ça doit être bon pour la digestion. Ouais, c'est voilà, ça. Du potassium, on a aussi du calcium. Bref, c'est très bon pour la santé et le système immunitaire de manière globale. Et surtout, ça contient peu de sucre simple, ce qui veut dire que c'est un index glycémique bas. Vous savez, c'est cette capacité à faire monter le sucre dans le sang, il ne faut pas que ça aille trop vite. Les diabétiques ont le droit d'en manger. Exactement. Et si vous faites attention à votre ligne, je ne sais pas pourquoi je vous regarde, si vous faites attention à votre ligne aussi, ça peut être pas mal. Quoi, j'ai vexé Emmanuel, ça y est. Bon. Non, mais d'habitude, ça tombe plutôt sur mes cheveux, mais c'est pas grave. Ah. Vous n'avez pas dû oser parce que Sébastien fait partie de la même équipe que moi. Non, mais c'est pas grave. Et donc voilà, mais si on en mange beaucoup, j'imagine que c'est déjà moins bon pour la santé. C'est moins bon parce qu'on se rappelle, c'est riche en gras. En gras, certes, on a compris. C'est du gras. Si et le gras, c'est du gras, c'est des calories, donc c'est pas forcément idéal. Donc vous avez une quantité d'amandes par jour? Pas plus de 20 par jour. Ah, d'accord. Il n'y a pas les amandes amères, non? Alors les amandes amères, alors c'est important qu'on fasse un point là-dessus, parce que les amandes amères, c'est pas pareil du tout. C'est une sorte d'amande qui se trouve dans le noyau de l'abricot. C'est ça. Donc on n'est plus du tout dans la même sorte. Il en existe des amères et ce qu'on appelle des amandes douces. Ce qui change, c'est le goût, principalement. Mais c'est vraiment un gros attention parce qu'il y a un risque d'intoxication à grosse dose. Parce qu'il y a du cyanure, enfin, il n'y a pas du cyanure, il y a de l'amidaline qui se transforme en cyanure dans votre corps. Mine de rien, cyanure, si ça vous parle, c'est pas joli. Mais c'est vrai que souvent dans les romans, quand on fait boire dans Agatha Christie des trucs au cyanure, c'est un petit parfum d'amande, c'est à ça que ça se reconnaît. Et voilà, c'est ça. Et en plus de la prunazine, alors je rentre pas trop dans le détail, mais pareil, ça se transforme en poison dans l'organisme. Donc, faites attention si vous vous amusez à manger ce type d'amande, parce qu'il ne faut pas plus de 3 par jour pour l'adulte, et les enfants, 0. On n'en donne pas aux enfants de celle-ci. D'accord. Les amandes, on les mange comment? Comme ça? On les mange comme ça, émondées ou non émondées en fonction de ce que vous aimez. Là, c'est un peu plus doux quand c'est émondé. Forcément, il n'y a pas la petite peau, ça se coince pas entre les dents, ça fait moins tousser, c'est autre chose. Ça peut être sous forme de lait d'amande, tout simplement. Un verre de lait d'amande qui apporte un goût différent, ou parce que vous ne consommez plus de produits laitiers. Ça peut être sous forme de poudre. Vous savez, dans les gâteaux, la fameuse poudre d'amande qu'on met dans... Voilà, la frangipane, tout à fait, et la galette des rois. Et puis surtout... C'est nature, ça. Voilà, surtout, mais vous lisez dans mes pensées, j'allais dire, prenez-les sans sel ajouté et sans sucre ajouté, parce que sinon ça n'a plus le bénéfice aucun intérêt. Donc voilà, on parle des amandes. Et c'est vrai, c'est bon pour la santé. Donc je voulais faire un point là-dessus. Super, un petit snack pour vos enfants à 4 heures, quelques amandes, c'est génial. Allez, j'y vais. Une petite amande? Oui, petite amande. Vous voulez pas faire ça avec les trucs qui mettent les trucs dans les dents, là? Pas maintenant. Curieusement. Sandra, merci beaucoup pour ce plateau repas entièrement. Et c'est moi qui en ai de partout, c'est Laura. Merci beaucoup pour ce plateau repas. Bon, ça va, c'est pour le bêtisier. Merci beaucoup pour ce plateau repas consacré aux amandes. Sébastien, merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans cette émission, tous au Théâtre de Belleville, jusqu'à la fin du mois de mars pour voir Élémentaire. Vous avez toutes les informations sur le site du Théâtre de Belleville. Et si vous êtes du côté de Charleville-Mézières, ce sera au mois de mai. Vous pourrez également voir le spectacle. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Pantec et... Moi, c'est les amandes. Et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.